Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a plein de choses à dire. Ça fait 2 semaines que j'étais pas là. J'étais en vacances et je suis de retour chaud bouillant. Il y a plein de choses à dire. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui aujourd'hui me trotte en tête, qui est quand vendre une de ces positions en plus-value, pas en moins-value, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas quand vendre en moins-value. Là, aujourd'hui, le dilemme que j'ai, c'est quand vendre en plus-value. Là, je le rappelle, sur mon courtier de Giro, hein, que j'ai depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai une de mes positions, Oracle, j'ai 10 actions de l'entreprise et aujourd'hui j'ai atteint presque 100% de plus-value. Donc en 1 an et demi d'investissement, on a quasiment fait x2 sur l'entreprise. Et donc c'est légitime pour moi de me poser la question, est-ce que j'ai encore des convictions de long terme pour cette entreprise ou est-ce que je ferais mieux de prendre mon bénéfice? Donc on va le voir dans quelques instants pourquoi je pense vendre ma position. On va aussi revenir sur mes investissements immobiliers, hein. Je vous documente ça déjà sur cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse et aussi de rejoindre mon lien Telegram dans la description si vous voulez discuter finance ou voir un peu mes watchlists d'actions. Je fais ça aussi bien sûr sur des Excel, mais c'est assez moche à regarder, donc je vous recommande plutôt de passer par Telegram. Pour l'instant, sur les actions, on s'était laissé sur des annonces de Trump qui avaient fait descendre le portefeuille à 12 000 euros de valeur. Et là, on voit qu'on est bien remonté. L'entreprise Oracle, que vous voyez à droite, est maintenant à 11% de la totalité de mes investissements boursiers. Donc, ce qui commence à peser énormément. Vous voyez que ma première position, c'est du Nasdaq, donc les 100 plus grandes entreprises américaines technologiques. Et donc, forcément, il faut réfléchir, il faut toujours se mettre en question. Et donc, là, forcément, je suis en plein dilemme. Je vous montre aussi, j'ai d'autres courtiers, notamment mon PEA, mon plan d'épargne action, qui permet d'investir dans des entreprises européennes et françaises et qui, après 5 ans, donne une défiscalisation. Donc, c'est l'avantage qu'a ce portefeuille. Par contre, forcément, les entreprises européennes et françaises, c'est pas forcément les plus performantes. Donc, c'est pour ça que j'investis à côté dans des courtiers qui me permettent d'investir voilà, dans des entreprises étrangères, qui me permettent d'avoir des performances aussi grosses que celles-là. Après, c'est pas tout le temps comme ça, bien sûr. Il y a aussi des champions européens, mais ça, il faut que je creuse de mon côté. C'est un autre objectif que je vais me donner pour les semaines à venir, les mois à venir, hein, trouver des pépites un peu européennes. C'est déjà le cas, hein, j'ai déjà pris 2 positions. Donc là, vous voyez dans ASML sur mon PEA, donc qui fait des semi-conducteurs, hein, et qui a eu des très bonnes performances dans les années qui sont passées. J'espère que ça va bien continuer. Il y a aussi des bons résultats financiers, donc voilà. Il y a aussi l'entreprise Novo Nordisk, hein, qui est danoise et que je vous ai montré déjà sur cette chaîne. J'avais acheté pas cher selon moi et on avait quand même atteint les moins 20% de performance. Là, on est remonté à moins 10%. Il y a eu des restructurations hiérarchiques de l'entreprise. On a le CEO qui est parti, donc là, il y a eu une nouvelle proposition pour un nouveau big boss. Donc forcément, tant qu'on ne sait pas qui c'est, il y a des instabilités forcément dans l'entreprise. Et c'est ce qui a fait peur aux investisseurs, ce qui a fait chuter le cours de près de 50%, hein. Moi, j'ai racheté au milieu, donc c'est pour ça que j'ai pas eu moins 50%. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a pas autant de performance que souhaité, qu'espéré pour l'instant en tout cas. Et aussi parce que leur médicament pour maigrir a fait, je crois, 25% de baisse au lieu de 35% qui était annoncé. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse de voir l'histoire de l'entreprise. Mais voilà, en tout cas, moi j'investis dans Interactive Broker pour me challenger dans des entreprises. Donc là, vous voyez que ça se passe pas forcément extraordinairement, hein, ça va, Microsoft 13%, Google 1%. Voilà, c'est ces actions que j'ai prises il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a encore besoin de temps avant de voir comment ça évolue. Pareil pour Novo Nordisk, est-ce que je vais la garder dans ce portefeuille? Normalement, ça devrait être plutôt dans mon plan d'épargne action, puisque c'est une entreprise européenne, mais elle n'était pas disponible sur Boursorama. Donc voilà, malheureusement, j'ai dû la prendre sur Interactive Broker. Maintenant, pour ce qui est de la vente de mon action Oracle, je suis en pleine réflexion, je suis en train de regarder c'est quoi la valeur estimée actuelle, pourquoi j'ai investi dans Oracle, etc. À la base, c'était parce que j'avais vu qu'elle avait participé au rachat de Twitter avec Elon Musk. Et donc je me suis dit qu'il y aurait forcément des partenariats avec l'univers de la tech, avec Elon Musk, là on l'a vu récemment avec Nvidia aussi, donc c'est ce qui a boosté aussi son cours, hein. Vous voyez ici, là sur 1 an, on a une grosse baisse là récemment. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que l'action n'est pas trop surévaluée? Là, vous le voyez notamment sur Guru Focus. On voit qu'on a un peu dépassé en termes de valeur estimée euh, la valeur intrinsèque de l'entreprise. On est à 68% de surévaluation, d'après Guru Focus, hein, je le rappelle. Mais j'ai recoupé ça avec d'autres plateformes qui permettent de connaître un peu la valeur intrinsèque.
On a aussi AlphaSpread, que je vous ai déjà montré aussi sur cette plateforme, qui estime qu'il y a une surévaluation de 20% et que sa vraie valeur devrait plutôt être autour des 171 $. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui me font réfléchir. Et c'est pas tout, hein, parce que ça, ok, il n'y a pas qu'une histoire de surévaluation d'un truc, hein. Moi, je suis investisseur long terme, donc je suis pas censé me poser ce genre de questions. Mais il y a surtout vu que cette entreprise, je l'ai achetée il y a 1 an et demi, que j'étais débutant investisseur, voilà, je m'étais plutôt tourné sur voilà, un peu le coup de ça va bien se passer parce que il y a des connexions avec X, Y, Z. Mais au-delà de ça, il faut regarder un peu les fondamentaux et la technique de l'entreprise, c'est quoi son business, etc. Là, on voit que les prévisions pour les chiffres d'affaires sont en hausse pour les années à venir. La seule chose qui me fait peur, c'est son niveau de dette. Vous voyez, depuis 2023, on a beaucoup de dettes. C'est la barre en bleu que vous voyez en négatif, hein. Après, on a aussi des flux de trésorerie qui vont s'augmenter, mais je crois qu'ils sont passés en négatif récemment. Donc, enfin voilà, vous voyez que on va être en négatif parce qu'il y a beaucoup d'investissements, mais voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'elle est capable de gérer? Voilà, après, c'est une entreprise qui a énormément de marge. On voit ici qu'elle a des bonnes marges, 50%, de marge de free cash flow, 11%. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Retour sur les actifs, on est à 11%, donc c'est très très bien aussi. Ça, c'est en 2022, pardon. Là, en 2025, on a 8%, c'est aussi très bien. ROE, on a aussi des très bons chiffres. Enfin, voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. La seule chose qui me fait peur, c'est un peu ce point de dette. Après, franchement, avec mon point d'achat à 102 $, je suis très large. Les probabilités que ça redescende à 102 sont très faibles, à moins que l'entreprise fasse une grosse bourde ou qu'il y ait franchement un bouleversement technologique qui arrive. Pour moi, il y a très peu de risques que je finisse en négatif sur cette entreprise. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me font réfléchir. Je vais continuer de me poser cette question. Pour l'instant, je continue de me concentrer sur mes investissements. Je le rappelle, DeGiro, c'est pour investir long terme, pour pouvoir me permettre de dégager des crédits à la consommation facilement, pouvoir investir dans des biens immobiliers, dans des voitures si j'ai besoin, etc. Voilà, plus j'aurai un total de compte important, plus je pourrai emprunter. Et quand j'aurai atteint la liberté financière, je pourrai convertir tout ce portefeuille en distribution de dividendes pour pouvoir rembourser automatiquement les emprunts que j'aurais contractés avec cette fonctionnalité K de Giro, de pouvoir en 2 clics se faire un emprunt en fait, et de pouvoir rembourser à vitesse souhaitée. On n'est pas obligé de signer sur 5 ans, etc. C'est vraiment beaucoup plus flexible. Par contre, je continue aussi d'investir dans l'immobilier. Vous le savez, je documente aussi mon parcours d'investisseur en immobilier. Alors, les dividendes, vous voyez qu'au début, j'étais intéressé par les dividendes, puis je me suis rendu compte que vu que je suis assez jeune, j'ai encore le temps d'investir dans de la capitalisation, donc pour avoir des courbes de croissance de capital les plus importantes possibles. Parce qu'à chaque fois que je reçois un dividende, forcément, on est en France, donc on a 30% d'imposition sur les dividendes perçus. Donc ça fait énormément de pertes sur le long terme, alors que je préférais directement réinvestir ces dividendes-là directement dans l'action de l'entreprise. Et donc forcément, vous voyez que j'ai une baisse juin 2024, juin 2025. Vous voyez la grosse différence. On passe de 25 euros à 8,53 euros. Donc voilà, grosse baisse. Et pour ce qui est de l'investissement immobilier, eh ben, écoutez, ça monte petit à petit. J'ai une nouvelle propriété qui a payé son loyer. Donc à partir de maintenant, c'est bon. Je vais toujours recevoir chaque lundi, je le rappelle, les loyers. Là, on atteint 75 centimes par lundi. Donc c'est pas encore un café, hein, on a encore du chemin à faire. J'ai pris une position dans cette propriété que vous voyez juste ici. Alors, je vous zoome un petit peu. Voilà, 7 Mile, elle est avec un rendement de 10,33%. J'ai pris une part, hein, donc à 51 $ environ. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez satisfait. Ça marche bien, ça fonctionne bien. J'aime bien voir cette courbe croissante de loyer. Vous voyez, ça augmente petit à petit au fur et à mesure que les propriétés payent. Là, vous voyez qu'il reste encore celle-là, il reste encore celle-là qui n'est pas louée. Ça, c'est des projets immobiliers, donc ça prend un peu plus de temps. Celle-là, j'ai fait un vote avec tous les autres investisseurs pour savoir qu'est-ce qu'on faisait parce que le projet a changé. Est-ce qu'on veut être remboursé? Est-ce qu'on veut être plutôt réinvesti dans une autre propriété avec 8% de rendement, je crois? Alors que moi, l'objectif, c'était d'avoir 11,33%. Voilà, moi j'ai voté pour être remboursé, mais la majorité a voté pour être réinvesti dans un autre projet qui sera plutôt pour 2026. Donc on va suivre tout ça. Je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse de suivre ces aventures qui
qui sont pour moi très intéressantes, très enrichissantes, hein. Franchement, j'ai découvert la finance il y a 2 ans et je me prends beaucoup d'intérêt pour cet univers. Donc, si vous voulez suivre ça avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Il y a des liens de parrainage si ça vous intéresse pour avoir Finery ou des bonus pour commencer à investir sur les différents courtiers que je vous ai montrés. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.